il avait toujours une certaine préemption Oui, que les choses pouvaient se gâter ici dans ce pays à partir des frontières de l'Est. exact. Moi, j'ai été nommé avant de partir dans mes fonctions là-bas à Kigali, enfin disons à Kisenyi, À Gisenyi. et j'ai été reçu par le président pour dire au revoir et recevoir des instructions d'usage. Et on était plusieurs ambassadeurs là, devant sa porte. Moi, j'ai été reçu le premier, avant même l'ambassadeur qui était en France, M. Sakomi. Oui, C'est vous dire que le président a accordé une très grande importance à la CPGL, au point que j'étais reçu avant même l'ambassadeur à Paris. Sakombi Inongo. Sami Sakomi. Et ça a étonné un peu les gens, c'est alors qu'ils ont compris que le président attachait une importance capitale pour la CPGL. Je retiens une chose, il m'a dit, vous allez là-bas, vous êtes dans une situation multilatérale, mais n'oubliez pas que vous êtes zaïrois. Et que si nous pouvons connaître des problèmes dans ce pays, ça ne viendrait pas des frontières de l'Est. Là, c'est Mobutu qui vous dit ça. Il me dit ça. Il me dit, veillez à ce que tout ce qui se passe dans cette frontière-là, que je sois informé par votre voix. Et vous êtes attaché au service de la sécurité qui est à Goma. Et effectivement, vous voyez l'importance que le président accordait. Donc, tout le budget de CPGL était financé en majorité par le Zaïre. Oui. Et le poste que j'occupais, c'est le poste de S2, c'est-à-dire celui qui s'occupait des problèmes financiers, économiques et techniques. Donc, et mon collègue qui était là, le Rwandais, qui était un Tutsi, qui était le premier secrétaire, Antoine Doyo, était burundais. Ouais. Et l'autre chose que j'avais comme collègue, c'est M. Igarino, qui était un Hutu. Comment ça s'est passé la cohabitation entre un Congolais, un Rwandais, un Burundais, dans la façon de travailler? On travaillait collégialement. Oui. Les choses se passaient harmonieusement bien. Quoique, à un moment donné, j'ai constaté, d'ailleurs c'était la raison pour laquelle j'ai quitté là-bas, nous étions ensemble à trois, mais eux, ils avaient encore des acquaintances avec les gens de Bassin de Kagera, voilà. Le Burundais et le Rwandais. J'ai fait observer ça au président de la République, et tout ce que nous traitons ici, eux, ils avaient ça de l'autre côté. Quelque part. Mais ce qui se passe là-bas, nous ne savons pas. Exact. Donc, il faudra qu'on mette un peu les disciplines dans cette coopération que nous avons ensemble. Mais néanmoins, ce que je dois dire, nous avions fait une intégration totale au moment où je suis arrivé à Gisenyi. Quand vous parlez de total, c'est-à-dire? C'est-à-dire sur tout le plan. On était aussi intégrés que le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg et le Pays-Bas. Aussi intégrés que ce pays-là. Donc, tout Congolais, tout Burundais, tout Rwandais pouvait s'établir dans les trois pays sans être inquiet. Voilà. Donc, on était arrivé à ce niveau-là. Il n'y avait pas cette idée-là d'aller piller des minéraux à gauche, à droite. Il n'y avait pas de problème de minéraux ou de choses, de convoitises, de ceci. Il n'y avait pas. Donc c'est pour cela que le maréchal Mobutu avait établi la CPGL. Oui. En fait, c'est une intégration pour sécuriser d'abord le Zaïre par rapport à eux, parce qu'il connaissait très bien, parce qu'il a beaucoup travaillé avec
les gens qui venaient de l'Est, du Rwanda et du Burundi, qui étaient ici au Zaïre à l'époque. Et il y en a même qui ont été acceptés comme directeurs de cabinet. Bisegimana, par exemple. Il y a d'autres qui étaient même de Rwandais, qui étaient même dans le bureau politique, ici, dans notre pays. Donc, ils savaient comment gérer cette pression qui pouvait être un danger pour la sécurité du Congo par ces truchements-là. Et tout s'est passé très bien, sans problème. Alors, quand vous regardez bien, ce qui est arrivé, c'est à un moment donné, Mobutu s'est affaibli, malade, et on en a profité pour créer un cheval de Troie avec cette histoire des gens qui sont venus avec notre frère Kabila ici. Et tout ça s'est effondré complètement. Et c'est le début de l'enfer pour l'actuelle RD, l'actuelle République démocratique du Congo. Mais c'est ça qui a fait que tout ce qui a été construit pour garder la stabilité ici a été complètement détruit. Oui. Allons-y. Alors, moi-même, j'ai assisté à cette sorte de débâcle-là, parce que je suis resté ici, j'ai vu comment l'AFDEL est entré, comment on nous a malmenés ici. Il y a des gens qui étaient sans conviction, ont fui, ils sont partis en exil. Même dans des professions simples que nous avions, j'étais liquidateur de l'hôtel à l'époque. On est venu me voir que je vendais des maisons de l'État, j'étais convoqué tout le temps à la DEBIAP et tout ça, me faire asseoir par terre et tout ça. Donc, on a vécu vraiment la déstabilisation la plus totale. Donc, cette histoire est tombée. Actuellement, c'est impossible, même si les gens qui sont allés là actuellement pour essayer de réveiller ça, on ne reviendra jamais à ce niveau-là, comme on était arrivé à l'époque du maréchal Mobutu. Oui. Et à son âme. Et s'il était encore là, on n'aurait jamais connu ce que nous sommes en train de connaître comme pillage des ressources, avec des choses. D'ailleurs, à l'époque, si un Rwandais ou bien un Burundais qui voulait venir s'établir ici au Congo, on consultait même le chef coutumier pour avoir leur accord, si la personne peut venir. Il y a même, j'ai lu une lettre de Bochab qui établit cet état de choses. Mais aujourd'hui, ces gens, ils sont ici dans nos institutions, à tous les niveaux. Voilà. Vous allez au Parlement, vous les trouvez là-bas. Vous trouvez au gouvernement, ils sont là-dedans. Vous allez dans la sécurité, ils sont là-dedans. Dans tous les secteurs, dans le commerce, et tous les domaines sensibles, tous ces étrangers sont là-dedans. Et ce n'était pas nécessaire, d'ailleurs, du temps des choses, bien que c'était ouvert. Je dis, on était intégrés totalement. Mais il y avait quand même des garde-fous. Il n'y avait pas de garde-fous comme tel, mais seulement la possibilité de s'établir sans problème était là. Mais il n'y avait pas un engouement. Mais les Zaïre à l'époque avaient contrôlé quand même comment les Rwandais, les Burundais exerçaient leur commerce chez eux, aux Zaïre en fait. Non, mais ils pouvaient venir. Mais moi, personnellement, je n'ai pas connu des gens qui sont venus, ou bien les Congolais qui sont allés s'établir au Rwanda, ou bien au Burundi, bien que c'était autorisé. Donc, c'était ouvert. Moi-même, je me voyais, je disais d'ailleurs, je crois c'est à Bemba, je dis, tu cherches du bois, avant du bois. On en a besoin ici au Rwanda pour faire les hôtels et tout ça. Tu peux venir avec ton bois pour vendre ici à Bemba, le père. Oui. Alors, mais seulement, il n'y avait rien qui poussait les gens à venir s'établir dans les trois pays venant d'un autre pays. Je me vois maintenant, j'avais la banque de développement sous ma tutelle. Eh bien,
pas des Congolais, enfin des Zaïrois à l'époque, qui demandaient des crédits, comme les Rwandais, le TD1000 collines, etc., c'était financé. Mais les Zaïrois n'avaient pas. Je me souviens seulement d'un cas d'un Zaïrois qui est venu là-bas, qui était d'ailleurs une très grande connaissance de moi, M. Lengelo, qui est venu qui faisait les lampes, qu'on appelait l'extram, ici à Kinshasa, je crois. Et il avait demandé un crédit de 500 000 $, et je l'ai vu à Goma. Il traînait un peu là, et puis il m'a dit, voilà, je suis venu pour ça. J'ai appelé le directeur général Kanyarwanda de la banque. J'ai dit, bon, ça, c'est mon frère, mon grand frère, où est son dossier? Il dit, non, il n'y a pas de problème, S2. Donc, on m'appelait S2. Il est parti avec mon frère, pendant 1 heure, 2 heures, il est rentré, il avait le crédit. Le seul qui a pris un crédit à la baie des Gels, c'est M. Lengelo. Il a remboursé, hein? Il a été correct. Il a remboursé. Mais sinon, tout servait à ces deux pays-là. Les Rwandais et les Burundais. Les Rwandais et les Burundais. Qui étaient en quelque sorte cajolés par Maréchal. Oui, parce qu'il fermait les yeux de ce côté-là. Parce qu'il avait besoin de l'unité. Besoin de tranquillité. Voilà. La sécurité. Mais je n'ai pas souvenance à l'époque, quand j'étais là-bas, on discutait des problèmes des minéraux du Congo, enfin du Zaïre, pour une exploitation via soit le Rwanda, soit le Burundi, ou bien même du côté au-delà de l'Ouganda. C'est parce que peut-être le maréchal avait une mise sur les présidents du Rwanda et du Burundi. Il le contrôlait assez bien. Oui. D'ailleurs, ses rapports étaient très bien du côté de Abiyarimana, mais il y avait toujours des couacs avec Bagaza. Du côté burundais. Parce que le Burundi, c'était les Tutsis. Vous connaissez l'attitude de ces gens-là, c'est toujours la minorité qui veut gagner, gérer la majorité. C'est eux qui étaient belliqueux. Hein? Les Hutus ne sont pas mauvais comme les Tutsis. Les Tutsis sont des gens difficiles à gérer. Hein? Donc, si le maréchal a eu beaucoup de problèmes dans cette histoire de CPG, c'est du côté du Burundi. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la situation sécuritaire, en fait, la situation de l'Est, tout ça, quel conseil pouvez-vous donner aux dirigeants et surtout au professeur Alphonse Maloba qui gère la CPG actuelle? Je ne sais pas s'ils pourront encore arriver à stabiliser cette institution-là. Ah, c'est là aussi les problèmes. Oui, comme c'était dans le temps. Parce qu'il y avait des réunions avec tous ceux qui étaient dans le secteur de sécurité. Les Mokolo à Pombo, les SETI, tout ce monde-là. Et puis le ministre des Affaires étrangères était très impliqué dans des réunions ministérielles. Et puis il y avait toujours des conférences avec les chefs d'État. Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait encore de conférences des chefs d'État dans cette histoire qui se tient. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre maintenant. Je ne vois pas Kagame avec Tshisekedi en train de faire des réunions pour développer les 3 pays. Là, à l'époque, avec Mobutu, c'était ça. Et pratiquement tout, il y avait des réunions et puis des grandes commissions mixtes qui se passaient entre les pays, qui étaient coordonnées par le secrétariat exécutif du CPG à l'époque. Donc, ça produisait les États pour faire avancer, si vous voulez, la coopération régionale. Oui, mais est-ce que la CPG n'était pas combattue officieusement par le pays le Kenya, la Tanzanie et les autres? Bien sûr, bien sûr. Il y avait cette sorte d'admiration, parce que ça marchait très bien, la CPG-là. Alors, les États de l'Est, là, n'avaient pas encore une bonne organisation. C'était un peu une organisation autour de Bassin de Kagera. Voilà.
C'est pour cela que moi, j'avais fait le rapport au président pour dire, bon, écoutez, ou bien, si on ne peut pas le contenir dans les deux ans, il faut que nous prenions ces deux-là avec nous, on les noie avec l'organisation qui a été créée au niveau du Gabon, avec plusieurs États africains, hein, les États africains du centre, etc. Oui. Et c'est pour essayer d'éviter qu'on soit, si vous voulez, absorbé par l'Est. Et c'est ça qui s'est fait actuellement. Puisqu'on est allé à l'Est sans voir les critères de convergence, notre intérêt de coopération avec eux. Vous parlez de l'EAC, oui, l'adhésion à l'EAC. Oui, parce que quand vous n'est pas une bonne chose en fait. En fait, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Ça peut être une bonne chose, mais il fallait étudier qu'est-ce que nous allons faire là-bas. Qu'est-ce que nous avons à obtenir comme avantage réciproque. Il n'y en a pas. Vous voyez, même actuellement, même nous avons des problèmes bancaires ici. C'est l'Est là qui achète nos banques ici à tour de bras. Oui, oui. Donc, il faut faire attention avec ces histoires-là. Le CPGL, c'était un modèle en Afrique d'une intégration sous-régionale qui avait très bien marché. Mais Kagame, le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il venait, il n'avait pas reçu le dictat de Kagame consort pour tuer la CPGL. Parce qu'il pouvait encore ressusciter la CPGL, soit tenir pour que... D'après ce que je vois, que le président, quand il est arrivé ici, il a pris le pouvoir, mais il était noyauté. Il n'était pas libre. Quand il a voulu être libre, vous connaissez la suite. Oui. Voilà. Je ne veux pas faire la politique, mais il n'était pas libre. C'était un cheval de Troie qui a amené ici des gens qui nous créent l'insécurité aujourd'hui. Ils sont dans tout. Hein. Nous mangeons avec eux, on circule avec eux, on fait tout avec eux. Ils sont là dans toutes nos institutions, pour le moment. Donc, je voulais vous parler de l'expérience de la stabilité qu'a créé le système CPGL avec le président Mobutu. Oui, oui. Donc, il avait le calme du pays. Les Congolais étaient enfin les Zaïrois. Nous étions admirés. Et on était calme chez nous, il n'y avait pas de problème. Quand il y avait un peu de velléité de guerre au début de son mandat, tout comme avec les gendarmes katangais, tout de suite, il avait maté ça. Et les Zaïrois se sentaient vraiment Zaïrois. Et d'ailleurs, c'est jusqu'à présent, s'il n'y a pas éclatement, s'il n'y a pas scission, ni les choses, c'est parce que Mobutu nous a mis ça dans la tête, mieux que les Belges. C'est la seule idéologie qui nous reste. Voilà, mieux que les Belges, pour rester unis dans un pays uni, etc. Et, donc, ça, il a fait. Et puis, le fait que ces gens étaient avec nous du temps colonial, on parlait du Congo belge, du Rwanda et du Burundi à la radio. Hein? Il y a des cités comme les cités africaines, donc Océa, les mêmes maisons qu'on construisait ici à Kinshasa, on les construisait aussi au Burundi, on les construisait aussi au Rwanda, hein? Vous avez des choses. Donc on avait quelques biens en commun. C'est pour cela que lui, pour traiter avec eux, il a créé cette histoire de CPG, pour aussi avoir la tranquillité de ce côté-là. Mais sachant très bien qu'il y avait des tensions, des gens qui pouvaient créer cette situation d'instabilité. Il savait qu'un jour, ça barberait à la frontière comme nous le vivons aujourd'hui. Ben, il me l'a dit, il a dit, nos problèmes viendront de cette frontière-là. Nous sommes en train de le vivre. Ça, je vois ça comme hier. Il m'a dit ça. Si tu es un secrétaire exécutif, nos problèmes ici viendront de cette frontière-là. Il faut bien veiller à ce qu'on soit très bien informé de ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de sortir de toutes ces organisations, des gens là qui nous envient, qui veulent nous absorber, comme vous l'avez dit, l'EAC? Non, mais il faut voir, parce que tu sais, le monde ici
quand vous êtes seul, vous n'avez plus la force de vous défendre. Voilà. Plus vous êtes ensemble avec d'autres, vous avez la possibilité de peser sur les affaires, soit internationales, même régionales, etc. La tendance est qu'il faut que les États se mettent ensemble. Oui. Petits, grands, et puis à un moment donné, même des grandes nations comme l'Europe veulent faire un peu une sorte des États-Unis d'Europe. Et ils n'arrivent pas parce que eux aussi sont un peu en retard pour abandonner les anciennes habitudes, c'est-à-dire faire un État comme les États-Unis existent là. Puisque chaque État aux États-Unis vaut presque un pays comme la France. Mais ils ont compris qu'il y a un certain domaine, on traite ça sur le niveau fédéral. Voilà. Et les Européens ne sont pas encore en mesure d'abandonner leur nation, leur aide. Et c'est ça le problème, ils sont en retard. Parce que pour le moment, vis-à-vis des problèmes qu'ils ont en Ukraine, vous voyez bien, ils ne peuvent pas résister. Et ils doivent prendre comme béquille les États-Unis. Donc nous devons très bien voir quels sont les avantages et les inconvénients quand nous adhérons dans les différents... oui, c'est quand vous adhérez dans ces histoires, vous devez savoir qu'est-ce que vous tirez comme profit là-dedans. Voilà. À la limite, que vous ne soyez pas dominant par rapport aux autres, mais en tout cas partager un certain nombre de valeurs pour faire avancer l'ensemble des choses que vous avez à gérer. L'économie, les finances, la défense, voilà. Tout ça, c'est donc agir comme un État avec toutes ces structures. Donc, c'est nécessaire de le faire. Mais il faut voir avec qui il faut le faire. Voilà. Pas avec des gens qui demain, ils peuvent tourner contre vous. Faire des coups comme les Rwandais nous ont fait ici, en fait. C'est eux qui ont détruit cette histoire-là, pas les Rwandais tous, mais c'est ceux qui étaient au gouvernement qui sont essentiellement des Tutsis. Est-ce que vous avez un aspect que vous avez oublié? Bon, je ne dirais pas que j'ai oublié quelque chose. Je regrette une chose, que cela soit arrivé avec le président Mobutu. Oui. Que à la fin de son règne, il ait connu ses problèmes de santé. Il était arrivé à un niveau où il pouvait faire développer ce pays-là. Il a fait l'essentiel de la cohésion nationale. Oui. L'étape qui suivait, c'était qu'il entraîne le pays vers un développement. Malheureusement, il est tombé malade et les ennemis sont entrés. C'est venu des États-Unis avec les démocrates. Ça s'est connu. Et ils sont entrés pour essayer de remettre ces gens à l'Est sur le dos, etc. Bon, je regrette ça, mais enfin, maintenant il faut faire un effort pour comprendre que on peut régler le problème avec ces gens-là s'ils veulent devenir nos frères, travailler avec nous. Il y a tout ici. Il n'y a pas assez fait la guerre. Mais pas prendre les gens, entrer chez nous, commencer à tirer à l'air, chasser les gens et remplacer par des gens qui amènent chez eux. Et nous voyons ça. Et nous sommes là incapables d'agir, sans armée. C'est pas normal pour un État. C'est ça mon regret. Merci. C'est comme ça le professeur Tumbalaba parle de la redynamisation de la CIGL. Oui. Moi, il me connaît bien, parce que si vous lui demandez, il va vous dire que vous aviez une bonne réputation là-bas. Moi, j'ai laissé une réputation parce que quand j'étais là-bas, j'ai fait avancer les histoires dans le sens de l'intégration globale. Voilà. J'ai amené les assurances. Il dit, pour les 3 pays, j'ai appelé avec Milpok des études de projet. Oui.
pour créer des industries hein, autour de lacs, là, des choses, des gaz méthane, et tout ça. Nous avons fait des études pour extraire cette histoire-là. On était avancé. En tout cas, mon département, c'était écrit comme je suis ingénieur commercial. Oui. J'ai donné un peu de moi-même et comme j'avais aussi des connaissances du droit international comme licencié en sciences commerciales et consulaires, ça m'a donné vraiment une bonne ouverture pour faire avancer certaines choses. Parce que j'avais les finances, la technique dans ma gestion. Donc, j'ai amené l'électricité à Goma. Hein? Donc, quand je suis arrivé là-bas, Goma était sans électricité. Hein? J'ai tout fait pour prendre le Qatar à Goma, hein? Pour faire avancer l'électricité là-bas. Donc, on pouvait faire, le peu de temps qu'on était là, on a redynamisé les choses. Mais ce que j'ai assisté, c'est que l'intégration était totale. C'est que, je vous dis, comme le Benelux. Voilà. Comme les Benelux.